Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la page Kiffe ton cycle par Gaëlle Baldassari. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte et en attendant, on va passer des petits messages à tous ceux qui vont nous regarder en replay. Aujourd'hui, on va aller regarder Endométriose, qui es-tu avec Stéphanie Pantin qui va se présenter dans quelques instants. Bonjour Stéphanie. Bonjour Gaëlle. Bon, on va attendre de voir si vous avez bien le son, bien l'image. Ce qui serait sympa, c'est de nous mettre, je vois que Céline est là. Céline, est-ce que tu peux nous dire si tu nous entends bien quand on parle, de façon à ce qu'on ne commence pas à discuter dans le vent, hein? Donc j'attends d'avoir les infos. En attendant, Stéphanie aujourd'hui va nous parler de son point de vue à elle, hein, de son point de vue de naturopathe. On va revenir dessus sur cette maladie qui est l'endométriose, qui touche, je rappelle, une femme sur 10 à peu près, c'est ça? Une femme sur 10, ouais. Ouais. On peut penser que c'est un peu sous-estimé, mais... Ah oui, on pense en plus que c'est sous-estimé. Oui, ouais. Parce que déjà, une femme sur 10, je me dis que ça fait du monde, quoi. Ça veut dire que, on connaît toutes au minimum 10 femmes. Mais c'est vrai, mais on a juste à poser la question dans notre entourage. C'est pas rare que, oui, moi je connais ma belle-sœur à ça. Oui, ma cousine, l'amie d'une amie. C'est presque une maladie qui devient banale dans notre environnement social. Donc moi, je suis Gaëlle Baldassari, j'ai créé Kiffe ton cycle et je suis spécialiste des changements psychologiques pendant le cycle. Donc ça, c'est ce que je transmets moi dans Kiffe ton cycle, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre cycle et comment on peut s'appuyer dessus pour atteindre tous nos objectifs, pour gagner en efficacité, pour gagner en endurance et surtout pour gagner en confiance en soi. Donc ça, c'est ma partie. Grâce à ça, j'ai pas mal de femmes qui viennent vers moi en me disant « Gaëlle, j'ai tel et tel et tel problème ». Et notamment l'endométriose, on vient de le dire à l'instant, touche à peu près une femme sur 10, donc c'est un problème qui revient souvent. Et moi, je reconnais que je n'ai aucune compétence sur le sujet. C'est pour ça que j'ai invité aujourd'hui Stéphanie Pantin. Stéphanie, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Oui, donc je suis Stéphanie Pantin, naturopathe sur Rennes et avec une spécialisation sur l'endométriose. Alors, je vais peut-être te parler de la naturopathie. Vas-y. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la naturopathie? Parce que c'est pareil, c'est une médecine traditionnelle qui est un peu en émergence, mais on ne sait pas toujours exactement ce que c'est. La naturopathie, c'est se soigner par les plantes. C'est pas tout à fait ça. Alors, la définition classique que donne par exemple l'OMS, c'est stimuler les défenses immunitaires de l'organisme par des moyens naturels. Ça, c'est la définition qu'on en donne. En mon sens, c'est beaucoup plus large que ça et beaucoup plus profond. C'est avant tout un art de vivre et presque une philosophie à adopter dans sa vie si ça nous parle. On part du principe en naturopathie que le corps est infiniment puissant et intelligent et qu'il a le pouvoir de se guérir. Et donc, on va venir stimuler ce système d'auto-guérison qu'on a tous en nous. Que si une maladie apparaît, c'est un symptôme, on le prend en compte, d'accord, il y a une maladie, mais en naturopathie, on vient chercher la cause du trouble. Donc, on vient redresser le terrain, c'est des termes de naturopathie, on redresse le terrain pour que le corps puisse se guérir seul, en considérant l'être humain dans sa globalité. La naturopathie, c'est une médecine holistique. Quand je dis globalité, c'est-à-dire considérer l'être humain sous toutes ses couches. Alors, ces couches, ouais, qu'est-ce que c'est? Quelles couches? En général, on les a arrêtées vers 2-3 ans, les voilà. couches. En fait, il y en a encore plein après, plus ou moins visibles. Donc, que ce soit notre corps physique, mais aussi bien le corps mental, le corps énergétique, le corps spirituel. Tout ça, on prend tout en compte dans la naturopathie. C'est vraiment une médecine d'investigation aussi, parce que s'il y a de la maladie, c'est qu'il y a trop de toxines. D'accord? Il y a trop de toxines à l'intérieur du corps. Donc, on va chercher toutes les portes d'entrée qu'il y a dans sa vie, par où arrivent toutes ces toxines. Et c'est ça la naturopathie, c'est essayer de les limiter. Mais pour les limiter, il faut déjà les identifier. Donc, en naturo, on joue déjà sur 3 piliers très importants: l'alimentation, l'activité physique et la gestion du stress et des émotions. Déjà, en jouant sur ces 3 tableaux-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ensuite, on peut avoir d'autres petits outils comme les plantes, les massages, la réflexologie, l'énergétique. Tout ça, ça fait partie de la boîte à outils naturopathique. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que alors, moi, les massages, la réflexo, j'adore. Voilà. L'endométriose, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce qu'on parle un peu de comment ça se manifeste dans le corps
Je pense que ça serait bien. Physiologiquement, Ça déjà, serait bien parce que qu'est-ce qui se passe? tu nous disais tout à l'heure que c'est une maladie où on sait qu'on peut avoir une cousine, une Ouais. sœur ou qui en est atteinte. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est que l'endométriose, aujourd'hui, c'est 7 ans d'errance Ouais. de diagnostic en moyenne. Et donc, 7 ans d'errance de diagnostic, ça veut dire qu'il y a plein de femmes qui en sont porteuses et qui ne le savent pas. C'est pour ça que je te dis que le 10% est sûrement sous-estimé parce qu'il y a des femmes qui ont de l'endométriose et qui ne le savent pas, mais qui ne cherchent même pas à consulter parce qu'elles ont des règles douloureuses toute leur vie et on leur dit que c'est normal. Donc, bon, bah, d'accord, j'ai des règles douloureuses. Il y a des personnes qui ont des règles douloureuses qui vont consulter, mais bon, bah, pareil, on leur dit c'est normal. Donc, on attend des années avant qu'on mette le doigt sur l'endométriose. Et l'endométriose, des fois, elle se développe en dehors de l'utérus. C'est bien le problème de l'endométriose et qu'elle peut aussi se symptomatiser que par des douleurs digestives. Donc pareil, avant qu'on fasse le lien entre j'ai des problèmes de digestion, c'est de l'endométriose, bah, il y a des années qui peuvent s'écouler. Alors du coup, c'est quoi les symptômes classiques de l'endométriose? Qu'est-ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille en fait? Le premier des symptômes, souvent, ça commence par des règles douloureuses. Déjà, dès le début, souvent. Et souvent, quand on côtoie des femmes qui ont de l'endométriose, on leur demande vous avez des règles douloureuses depuis quand? Et c'est souvent depuis l'adolescence, ça a toujours été des règles douloureuses, des règles à devoir s'absenter du collège, du lycée, prendre des antidouleurs. C'est quelque chose qui faisait partie du cycle. Donc, ça peut commencer comme ça, par des douleurs pelviennes, plutôt classiques du cycle. Et ensuite, ça évolue des douleurs dans le bas du dos, des douleurs à des articulations, des douleurs en dehors du cycle, des douleurs intestinales. Quand tu parles du cycle, c'est en dehors des règles. En dehors du règle. D'accord. En dehors des règles. Ok. Ouais. Non mais c'est important bien Bianca, t'as raison. T'as raison. Ok. Oui. En dehors de la période menstruelle. D'accord. Donc les premières douleurs qui apparaissent normalement, c'est plutôt dans la période menstruelle. Du coup, on repère qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Ce qui est intéressant, moi, je fais un programme qui s'appelle Kiffe tes premières règles et dedans, je transmets que notamment sur les 2 premières années, il peut y avoir des douleurs et que ça s'estompe. Et je me souviens de cet entretien que j'avais eu avec une médecin spécialiste de l'endométriose qui m'avait dit moi, je ne pose pas de diagnostic d'endométriose avant les 2 premières années de règles. Ouais. Parce qu'effectivement, ça peut être plus douloureux au démarrage et puis se calmer après. Donc, l'idée, c'est que c'est continuer, en fait. C'est rester à l'écoute de son corps, en fait. C'est ça. Rester à l'écoute. Et je pense qu'au fond de soi, si on arrive un peu à se connecter, on les sent, ces douleurs saines de développement. Et ces douleurs pas normales, où il y a quelque chose qui se trame. Donc en fait, on le sait, il faudrait juste qu'on se fasse confiance. C'est ça que tu es en train de me dire. Ok, je pense. Très bien, intéressant. Ouais. D'accord, donc d'abord les douleurs pendant les règles, plutôt dans la zone pelvienne en général au démarrage, mais pas nécessairement. Parce que tu disais que ça peut démarrer même. En fait, c'est ça avec l'endométriose, c'est difficile d'en donner une définition. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette maladie? Ce sont des cellules qui ressemblent aux cellules de l'endomètre, mais qui se retrouvent en dehors de l'utérus. Donc l'endomètre, c'est la muqueuse utérine qui tapisse l'utérus et qui s'épaissit au fur et à mesure du cycle pour accueillir un embryon. S'il n'y a pas fécondation, eh bien, la muqueuse utérine, l'endomètre, se désagrège et ça fait les règles. Et ça tous les mois. Dans l'endométriose, il y a des cellules qui réagissent exactement de la même façon que les cellules de l'endomètre, mais en dehors de l'utérus. Donc ça peut être sur les ovaires, sur les trompes de Fallope, à l'intérieur même du muscle utérin du myomètre, mais aussi au niveau de la vessie, des intestins, voire encore plus loin dans l'organisme. Et ce qui est problématique, c'est qu'elles réagissent pareil, ces cellules. C'est-à-dire qu'au moment des règles, elles deviennent inflammatoires et hémorragiques. Donc elles saignent en fait, un petit peu partout. Alors quand on dit elles saignent, on n'a pas une hémorragie interne, d'accord. des micro-saignements, mais qui créent une inflammation et donc qui créent de la douleur. Et c'est ça qui fait mal. Ouais, parce que elles se trouvent à des endroits où il n'y a pas d'évacuation. Et donc c'est le système immunitaire qui vient prendre en charge ça de la façon dont le système inflammatoire, la réaction inflammatoire, ça appartient au système immunitaire. D'accord. Donc c'est une réaction normale du corps. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y ait toutes ces cellules qui se retrouvent ici. Donc si moi j'ai bien compris, comme ça tu me dis, donc on a des cellules qui se retrouvent un petit peu partout, qui font comme si elles avaient des règles en micro, mais un peu partout dans le corps. Et du coup, le gendarme de notre corps se dit « Oh là là, c'est quoi ce bazar ?» et vient nettoyer en créant une réaction inflammatoire. Ouais. C'est ça? Ouais. D'accord. C'est ça. Voilà. C'est la réaction inflammatoire qui fait ça. Ça crée de la douleur, du coup. Et il peut y avoir aussi des kystes qui se forment, c'est ça? Oui, des kystes. Alors, des kystes sur les ovaires, principalement. On les reconnaît, donc ils sont reconnaissables en échographie, des kystes endométrium. On fera une différence avec des kystes endométriosiques et fonctionnels. Parce qu'on peut avoir des kystes fonctionnels durant le cycle
durant le mois entier qui viennent, repartent. Les kystes endométriosiques, généralement, ne repartent pas et ont plutôt tendance à évoluer. Ils n'ont pas le même aspect sur l'échographie. Donc, s'il y a des bons échographes, normalement, ils savent reconnaître déjà l'aspect, juste en radio. L'endométriose, c'est aussi des adhérences entre les organes. C'est comme s'il y avait quelque chose de très gluant, de très collant. Et donc, les organes, ils se retrouvent un peu comme ça, tout collés, ils ne peuvent plus bouger. C'est pour ça qu'il y a ces douleurs qui viennent jusqu'à dans le dos. Parce qu'en fait, ici, tout est aggloméré, ça tire. Ça tire. Voilà, ça c'est aussi... Ça fait un paquet, quoi. Ouais, un petit paquet. Et non, mais c'est pas drôle, mais c'est pour essayer de comprendre et puis vérifier avec des images. Ouais, et puis moi, c'est ça. Et donc, ça aussi, c'est des symptômes de l'endométriose. Donc, des fois, on dit, ah, j'ai mal au dos. Et pareil. Donc, pour la petite histoire, moi aussi, j'ai de l'endométriose. J'étais diagnostiquée quand j'avais 15 ans. Et je disais au médecin, mais j'ai mal au dos. J'ai mal dans le bas du dos. Et je me rappelle qu'un gynécologue à l'époque m'avait dit, ah, mais oui, mais ça, mademoiselle, nous, le dos, c'est pas notre sphère d'application. Je disais, bon, d'accord. Mais en fait, si. On saucissonne les gens, alors qu'en fait, si on regardait... Oui. Ouais. Et c'est vrai que tu nous as pas raconté ton histoire. Et je vais juste... Il y a Yelena qui nous a posé une question et du coup, ce serait intéressant de t'y répondre parce qu'elle disait, en naturo, on se consacre sur 3 piliers, l'alimentation, la gestion du stress, les émotions et le troisième, l'activité physique. L'activité physique. Voilà, Yelena. Ah, voilà. Mais Amandine, Amandine a répondu. Ça, c'est top. Parfait. Donc, ok, est-ce que tu peux nous parler effectivement un petit peu de ton histoire? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'es intéressée à l'endométriose? À l'endométriose, bah oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai eu des règles douloureuses moi aussi toute mon adolescence et jusqu'à mes 15 ans où ça devenait vraiment, vraiment très douloureux et des douleurs en dehors du cycle. Donc, ils m'ont amené à vite consulter un médecin et j'ai eu de la chance d'avoir un généraliste assez ouvert d'esprit et qui a très vite mis le doigt sur des potentiels kystes aux ovaires. Qui a mis ces douleurs pelviennes en dehors des périodes de règles sur le compte de kystes aux ovaires. Donc j'ai passé très vite une échographie et du coup j'étais diagnostiquée en 6 mois d'endométriose quand j'avais 15 ans, opérée dans la foulée parce que les kystes étaient devenus très gros. Donc moi ça se matérialisait surtout par des kystes aux ovaires et des adhérences. Et donc moi j'ai suivi le chemin conventionnel, donc échographie, IRM, opération donc sous célioscopie. Donc la célioscopie, on nous fait des trous dans le ventre, 4. Ouais. On gonfle le ventre de gaz carbonique, on passe une petite caméra, tic tic tic, on va enlever. C'est une chirurgie mini-invasive. On s'en remet aussi plus facilement. On n'ouvre pas le ventre, il faut dire ce qu'il y a, on fait plus ça. Et on enlève, on repart sur un terrain neutre. D'accord. Parce qu'on enlève toutes les lésions. Pour que les ovaires ils se reposent et que le corps cicatrise, on nous met ensuite sous ménopause artificielle. Et au bout de 6 mois, mes règles sont revenues. Et donc là, j'ai été mise sous pilule. J'ai vraiment suivi le processus classique. Okay. Et alors, qu'est-ce qui fait que du coup, après, tu t'es dit, il y a peut-être une autre voie? Il y a peut-être une autre voie, ouais. Et du coup, il y a 3 ans, 3 ans, je me suis lancée dans une formation en naturopathie. Et c'est bizarre, j'ai pas du tout fait cette formation par rapport à mon endométriose. Ah d'accord. Ah non, pas du tout. Ok. C'était pas ça le projet, c'était un projet général. Ah en oui, fait. oui, d'accord. Et c'est même pendant ma formation, je me suis dit, ah mais en fait, je pourrais utiliser la naturo pour l'endométriose. C'est assez incroyable ce qui s'est passé pendant cette formation parce que je me demande vraiment si c'est moi qui suis allée à la naturopathie ou si c'est la naturopathie qui est venue me chercher. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est à partir de cette période-là où j'ai décidé d'arrêter tout traitement chimique et de voir comment progressait l'endométriose. Parce que ce qu'on nous dit dans la voie conventionnelle, effectivement, c'est qu'une maladie qui est très mal connue aujourd'hui. Et tout ce qu'on sait faire actuellement, c'est calmer la maladie, la bloquer par des processus chimiques hormonaux qui permettent de retrouver une qualité de vie aussi. Parce qu'une endométriose, c'est handicapant, douloureux et c'est un cercle vicieux. Il y a beaucoup de femmes qui tombent dans la dépression, qui s'isolent socialement, de leur famille, de leur travail, et qui sont juste dans leur douleur. Donc l'allopathie, elle peut aussi répondre à ça. Parce qu'il y a des personnes pour lesquelles le traitement conventionnel fonctionne très bien. Et moi, j'en faisais partie. La pilule me soulageait complètement des symptômes de l'endométriose. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, en découvrant ce que tu as découvert en naturopathie, parce que là, ça m'intéresse, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, j'ai plus envie de la pilule alors que ça fonctionne
Et qu'est-ce que tu as fait? Ouais, ouais, c'est ça. J'ai plus envie de la pilule alors que ça fonctionne parce que j'avais plus envie de mettre des produits chimiques dans mon corps. En ayant bien cette prise de conscience que je la prenais déjà depuis 15 ans et que j'imagine que c'est pas sans conséquence d'ingérer ça tous les jours. Et j'avais envie de laisser mon corps s'exprimer. J'ai l'impression de l'avoir bâillonné pendant 15 ans en fait. Ok. Voilà. Et là, je me suis dit, bah allez, on va voir ce qu'il a à dire. Il va pas être si méchant. Parce que j'allais dire, t'as pas eu peur? Parce que quand même, tes souvenirs de douleur à tes 15 ans, le fait qu'on te dise qu'après, bah, c'est ça c'est toute cette médication chimique qui t'a permis d'endiguer la maladie. Oui. T'as pas eu peur finalement? Ouais, il y a une partie, il y a le mental qui dit, bah attends, on a un truc qui marche là, gardons-le. Ouais. Et puis l'autre partie qui a envie aussi de faire confiance à la vie et confiance à mon corps. Et puis que si l'endométriose est là, c'est pas pour rien. Et que peut-être que j'ai des choses à comprendre dans ma vie. Du coup, là, c'est un peu à comprendre. Du coup, je mélange un peu ma vision naturopathique de l'expertise que j'ai pu en accompagnant d'autres femmes et mon parcours personnel. Ok. Voilà, ça fait un micmac des deux. Ouais, mais c'est bien, c'est intéressant. Parle-nous justement, selon toi, qu'est-ce qui peut être intéressant de comprendre? Parce que là, j'imagine que parmi les femmes qui suivent ce live, oui. Y en a un certain nombre qui sont atteintes d'endométriose. Qu'est-ce que toi, tu as pu découvrir là-dedans? Ouais. Alors moi, j'ai l'intime conviction qu'il y a, je suis pas trop, voilà, que la fatalité n'existe pas forcément et que si notre corps a laissé place à la maladie, c'est qu'on a peut-être une responsabilité dedans. Et quand je dis responsabilité, c'est pas culpabilité. Justement, c'est qu'on a, je trouve ça encore plus responsabilisant parce qu'on a un point d'action. On peut faire quelque chose. Parce que si elle est là à cause de moi, eh ben, elle peut aussi partir grâce à moi. Ok. Voilà. Donc, et voilà, de pas voir l'endométriose comme quelque chose de subi, mais comme j'ai à apprendre d'elle et j'ai à apprendre de moi. Et en fait, moi, l'endométriose, depuis que j'ai arrêté la pilule, eh ben, elle me réapprend plein de choses. Elle me réapprend plein de choses sur ma vie, sur les décisions que je prends. Je vois la façon dont elle s'exprime, dont des fois elle ne s'exprime pas. Et elle me fait vraiment grandir. Je réapprends à vivre avec elle. Et je pense que les périodes où elle est plus calme, c'est quand elle se dit ça y est, elle a plus besoin de moi. Ok. Tu vois et ce que je veux dire? Tu pourrais nous donner un exemple concret, concis, parce que... Ouais, ben alors c'est vraiment du coup là mon histoire personnelle. Donc ça c'est pas quelque chose que si ça vous parle tant mieux, mais c'est vraiment juste mon ressenti à moi sur ma vie. L'endométriose, j'ai l'impression qu'elle est ces derniers temps. Et peut-être que dans des mois après, je changerai de discours. Mais en tout cas, maintenant, aujourd'hui, elle est là pour m'encourager à faire les choix du cœur et plus les choix de la peur. Et je vois quand j'ai fait des choix qui étaient guidés de façon plus ou moins consciente par une peur, d'ailleurs souvent une peur affective, l'endométriose, elle se ramène puissance 10 000. Et quand je prends des décisions plus alignées avec mon cœur, avec cette confiance, hein, tout ce corps spirituel, hein, le corps spirituel, là, cet éveillement, cette sensation de gratitude, que tout va bien aller, cet alignement, et bien là, elle se dit, ok. Et ça, concrètement, ça veut dire qu'il y a des mois où tu as mal et des mois où tu n'as pas mal? Enfin, des ouais, cycles. En fait, il y a des périodes où j'ai mal et des périodes où j'ai pas mal. D'accord. Ouais, ok. C'est ça, en fonction de mes choix. Ce qui est intéressant parce que moi, j'ai souvent entendu que c'était forcément crescendo. Jusqu'au moment de l'opération où de nouveau on revenait à zéro et puis que ça repartait. Enfin, ah oui. Tu vois, je trouve ça intéressant. Ah oui. Alors moi, ça dépend vraiment des périodes de vie que je traverse. D'accord. Ouais. Donc d'un mois sur l'autre, tu sais pas trop à quoi t'attendre, mais tu as réalisé que quand il y avait des décisions qui étaient guidées par la peur, finalement, ça se contractait peut-être à l'intérieur, enfin, ça se rétractait à l'intérieur de toi et du coup, ça s'exprimait par des douleurs. Oui, c'est ça. Je pense quand alors sur la symbolique un peu émotionnelle de l'endométriose, on est sur l'utérus de la femme. On est sur la partie la plus, enfin, ce qui caractérise notre féminin. Voilà, c'est clair. Il n'y a pas plus féminin que l'utérus. Et du coup, c'est des cellules qui veulent pas rester dans l'utérus, elles partent ailleurs. On s'en va. Parce comme si on n'assumait pas d'être ici, on n'assumait pas cette part de féminité, on n'assumait pas notre place. Et pour moi, derrière l'endométriose, il y a aussi un manque de légitimité, un manque d'autorisation d'occuper la place qu'on peut occuper, dans sa famille, dans son couple, à travers ses amis, dans la société et au monde en fait. C'est très global.
Est-ce que ça vous parle, ça? N'hésitez pas à rebondir sur cette notion d'occuper sa place. Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Donc, sa place de femme, hein, c'est ça? Ouais. Mais n'hésitez pas à interagir avec nous sur ça. Voilà. En tout cas, c'est ton point de vue, Stéphanie, aujourd'hui. C'est comme ça que tu vois les choses comme étant une problématique, donc spécifiquement de femmes. Bon, ça, on le savait, il n'y a pas d'hommes attendant d'endométriose. Si. Alors, attends, ça m'intéresse. On pourra en revenir. Oui, bah, d'ailleurs, oui, il y a des hommes. En fait, l'explication qu'on donne aujourd'hui, c'est la théorie du flux rétrograde des règles. Donc, c'est-à-dire que pendant les règles, au lieu qu'elles descendent, il y a des particules qui remontent, qui s'infiltrent par les trompes et qui viennent occuper la cavité abdominale. Donc ça, le flux rétrograde, c'est quelque chose que 90% des femmes a. C'est presque un physiologique dans le cycle. Mais il n'y a pas 90% des femmes qui ont de l'endométriose. Et dans de rares cas, sur des hommes qui ont des traitements œstrogéniques, donc des traitements hormonaux à base d'œstrogène, par exemple pour traiter des cancers de la prostate, peuvent développer de l'endométriose. Ok, donc du coup, ça voudrait dire que ce n'est pas les cellules endométriales. Ça veut dire que c'est, moi, ce que je comprends. Ce que tu penses, c'est ça. Oui, et c'est juste une piste à explorer. Ouais. C'est que c'est pas forcément le flux qui remonte, ce serait plutôt lié à l'activité œstrogénique des cellules qui mutent, peut-être. Des cellules souches qui mutent. Elles sont près de l'intestin et au lieu de se transformer en cellules de l'intestin, elles se transforment en cellules endométriales sous influence œstrogénique parce que trop d'œstrogène dans le corps. Ok, on va aller voir les questions parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes et puis ensuite on va justement aller aborder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Super. Donc on avait. Alors, il y a Céline qui nous demandait y a-t-il une évolution de la maladie sous pilule? Et du coup, il y avait Sarah qui répondait à Céline. C'est du cas par cas, chaque femme est différente. Exactement. Il est effectivement possible que la maladie flambe aussi avec la pilule. Ouais. Et Sarah répondait la responsabilité. Alors, ça, c'est pour la suite. Donc, déjà, peut-être sur la pilule. C'est ça, l'endométriose, c'est une maladie super complexe. Chaque femme, il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes atteintes d'endométriose. Il y a des femmes chez qui la pilule 3 semaines sera très efficace. Il y a des femmes chez qui la pilule 3 semaines fera rien du tout. Il y a des femmes qui sont en ménopause sous l'utérine ou des choses comme ça pendant de très longues périodes, qui ont quand même des douleurs. D'accord. C'est ok. Il n'y a pas de règle générale, c'est un peu on marche sur des œufs. Alors, on était sur le pouvoir, ensuite la responsabilité. Donc, Sarah qui nous disait la responsabilité, c'est le pouvoir de choisir comment continuer. C'est ok, ça? C'est quelque chose qui te parle? Ouais. Céline qui disait Sarah, oui, je sais bien, c'est pour ça que je demande par rapport à son histoire personnelle. Ok. Alors, il y a Lindsay qui nous dit, et ça c'est super intéressant, je trouve cette approche un peu culpabilisante. Alors, est-ce que tu as envie de répondre quelque chose à Lindsay? Ouais, et puis je peux complètement comprendre. Et c'est pour ça que moi je préfère utiliser le terme responsabilisant, de me dire que on a un pouvoir d'action en fait. Et je trouve ça super chouette de se dire ça, que notre destin, il n'est pas juste mis entre les mains de personnes en blouse blanche qui font effectivement un travail de recherche sur l'endométriose et qui peut-être un jour trouveront le traitement qui éradiquera cette maladie. Mais en attendant, on a des choses à faire. Et donc, on va en parler. Au niveau de notre hygiène de vie, on peut, nous aussi, faire des choses dans notre quotidien pour améliorer les symptômes. Et voilà, je trouve le terme culpabilisant, responsabilisant. On peut se dire que voilà. Mais on peut faire quelque chose. En fait, ça m'interpelle parce que donc moi, je ne suis pas atteinte d'endométriose, mais j'avais été diagnostiquée sur une autre problématique, qui est le syndrome des ovaires polykystiques, pour lequel je me souviens très bien de ce médecin qui me dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Oui. Et c'est pour toute la vie. Oui. Et bon, il se trouve que je n'ai pas cette maladie puisque c'était un mauvais diagnostic. Mais sur le coup, cette sensation de c'est comme ça et c'est pas autrement, alors certes, c'est pas culpabilisant, mais en même temps, il n'y a rien de pire que l'impuissance. Je me suis sentie complètement impuissante, quoi. Et quelque part, là, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a une forme de possibilité de retrouver sa puissance, finalement. Oui, c'est ça. C'est ça la proposition. Oui. On dit que l'endométriose est une maladie incurable et qu'on sera soulagé qu'à la ménopause. C'est ça, moi c'est ce que j'ai entendu. Quand on est diagnostiqué à 20 ans, la ménopause, c'est pas pour tout de suite. Donc, de se dire qu'il y a des moyens dans sa vie pour se soulager, c'est plutôt encourageant. Ok, super. Lindsay, dis-nous si ça répond à ce que tu voulais nous dire. Donc, il y a Jus qui nous dit très juste avec mon expérience personnelle. Donc, ça, c'était certainement par rapport à cette notion d'occuper sa place. Tu sais, on en était là. C'est un peu le problème, on regarde les commentaires en déplacé. Donc, Céline qui nous dit tout à fait d'accord avec ses propos. L'endométriose, c'est l'occasion, une chance de faire un travail profond sur soi-même et d'apprendre à être soi-même. Donc, c'est vraiment ton message. Sarah qui nous parle de trouver sa place.
et de se sentir aligné aide énormément à soulager les douleurs. Ok, pour toi aussi, ça c'est super d'avoir des retours là-dessus. Je ressens et je vis la même chose que toi, Stéphanie. Lorsque je suis frustrée ou en colère, les douleurs se multiplient comme toi. Ok, merci beaucoup Sarah de ton témoignage. Et l'INSEE qui nous dit en effet, nous sommes nombreuses dans le monde à avoir de l'endométriose et nombreuses sont bien dans leur basket. C'est mon cas. Ok, donc toi, l'INSEE, en fait, tu te sens bien dans tes baskets. Donc, pour toi, il n'y a pas, à ton sens, une approche qui te convienne. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler dessus sur notre psyché. Ok, Ouais. donc je comprends. Ce que tu veux nous dire, l'INSEE, c'est que tu te sens bien, toi, dans tes baskets. Donc, ça ne te parle pas quand on parle de place dans la société ou en tant que femme. Mais tu reconnais qu'il peut être intéressant d'aller réfléchir sur qu'est-ce qui se passe. On peut, ouais. Et là, on peut partir encore plus loin et parler un peu de transgénérationnel. Parce que des fois, donc en épigénétique, on parle que des traumatismes qui sont arrivés, surtout dans la lignée de femmes, on peut remonter jusqu'à 8 générations avant nous. Et que des fois, c'est des traumatismes qui ont été vécus par donc, nos ancêtres. Et ça se répercute sur notre vie parce que la lignée de femmes, tout ça n'a pas été réglé avant. Et puis, ça tombe sur nous. Et c'est juste pour libérer aussi, libérer sa lignée. Ok. Donc, des fois, on peut aussi, quand on ne comprend pas, on se dit, bon, j'ai mis en place plein de choses dans ma vie, l'endométriose est toujours là, plus ou moins là. Bon, alors est-ce qu'on n'essayerait pas d'aller voir un peu qu'est-ce qui s'est passé? Mais déjà aux 3 dernières générations, enfin déjà, mère et grand-mère maternelle, voir elles, si elles étaient bien dans leur basket. Okay. L'INSEE, je valide ce pouvoir d'action sur la prise en charge naturelle. C'est ce que j'ai mis en place. Super. Alors, dans ce sens, je comprends. Parfait. Christelle, je suis persuadée que l'endométriose est l'occasion de progresser sur nous-mêmes. Après ma chirurgie pour une endométriose profonde, j'ai développé des synéchies au niveau de mon utérus, ce que les médecins ne s'expliquent pas. Ok. Donc, tu continues à cheminer, en fait. Hein. C'est bien ça, Christelle. Donc, l'INSEE qui nous dit oui, tout à fait. Alors, il y a Margui qui nous dit j'aimerais arrêter la pilule progestérone en continu et je commence le travail sur ma place au monde et certainement un bébé qui n'est pas resté, mais j'ai peur de l'évolution si je stoppe, aussi des douleurs, bien sûr. Car comment vérifier si elle évolue au point de se développer trop ailleurs et d'abîmer les organes? On ne va pas faire une écho tous les mois. Ouais, c'est une bonne question, ça. Quand on arrête, alors déjà, moi j'encourage les personnes qui souhaitent arrêter leur traitement chimique d'être accompagnées en naturopathie par exemple ou autre chose. Mais en naturopathie, on a des plantes déjà pour accompagner le cycle hormonal. C'est-à-dire que voilà, qui se remettent un peu en route et des plantes physiologiques donc que notre foie sait gérer, que notre corps sait prendre en compte. Au moins pour que le cycle se remette en place. Et après, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute effectivement, on va pas faire des échographies tous les mois. Et puis, les échographies, ça voit pas forcément tout non plus sur l'endométriose. Donc, on va pas faire des IRM tous les mois non plus. C'est quand on est dans cette volonté-là, déjà, on peut mettre des choses en place dans sa vie avant d'arrêter la pilule, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'hygiène de vie physique. Déjà, comme ça, le système d'auto-guérison commence déjà et à se remettre en route. Et ensuite, voilà, y aller par étapes. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt intéressant d'être accompagné quand on se lance dans ce genre d'expérience. Alors, c'est quoi le processus classique, je dirais, que tu proposes aux femmes? Parce que tu nous as parlé très rapidement d'hyperostrogénie. Oui. Du coup, déjà, peut-être parle-nous de ce que c'est pour toi l'endométriose, au-delà de ces cellules qui ont migré. Ouais. Tu nous parlais de déséquilibre. Oui, voilà, un déséquilibre hormonal où on utilise beaucoup le terme hyperostrogénie, donc c'est-à-dire on a 2 hormones ovariennes dans le cycle féminin, les oestrogènes et la progestérone. Les oestrogènes occupent la première partie du cycle et après l'ovulation, c'est la progestérone qui prend le relais. Dans l'endométriose, on est souvent dans des cas d'hyperoestrogénie. C'est trop plein d'oestrogènes qui encouragent la prolifération et la multiplication des cellules endométriales en dehors de l'utérus. Donc on va venir, mais ça encore, c'est un symptôme. Notre corps, pourquoi est-ce qu'il fait trop d'œstrogènes? D'accord. Donc on va pas venir pallier en inhibe. Enfin, c'est ce qu'on fait avec la médecine chinoise, la médecine conventionnelle. On vient inhiber le taux d'œstrogène pour justement maintenir avec la pilule pour maintenir le taux. En fait, ce qu'il y a à comprendre au niveau physiologique, c'est que par exemple, quand on est stressé, le stress chronique, notre corps il vient sécréter du cortisol. Donc le cortisol, je ne sais pas si vous connaissez cette hormone, c'est l'hormone du stress. Donc quand on est en cas de stress chronique, il en produit plein. Et dans nos sociétés occidentales, Dieu sait qu'on est plutôt soumise au stress chronique, malheureusement.
Et en fait, notre corps, pour fabriquer du cortisol, il vient puiser dans différentes substances de notre corps, dont la progestérone. D'accord? Donc, quand on est en état de stress chronique, on produit du cortisol. Pour produire du cortisol, on prend dans les ressources en progestérone. Fouc, les oestrogènes s'enflamment. Donc en fait, c'est les oestrogènes qui s'enflamment ou c'est qu'il y a moins de progestérone pour contrebalancer? Parce qu'en fait, c'est un équilibre progestérone-oestrogène, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et donc du coup, c'est pas tant qu'il y a beaucoup plus d'œstrogène, Mm. mais que finalement, il y a moins de progestérone et du coup, c'est une hyper œstrogénie relative. Oui, c'est ça. En fait, cette hyperœstrogénie, elle pourrait se transformer en... Ce trop d'œstrogène pourrait se transformer en pas assez de progestérone. Et à mon sens, sur l'endométriose, c'est sur ça qu'il faut travailler. Okay. C'est pourquoi il n'y a pas assez de progestérone, nous, travailler sur la gestion du stress. D'accord. De prime abord. Donc ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous en aviez déjà entendu parler. Moi, je trouve que c'est super intéressant de savoir que le stress grignote comme ça, c'est ça, hein, notre progestérone. Oui. Et oui, du coup, nous met en sous quantité de progestérone. Oui. Et donc, les oestrogènes prennent plus de place qu'ils ne devraient. Ouais. Et c'est ça qui crée de l'inflammation. Du coup, c'est ça qui crée la prolifération endométriale et des cellules endométriales. Et en fait, du coup, le stress vient grignoter dans nos réserves à progestérone. Et puis, notre environnement, si on parle un peu des perturbateurs endocriniens, on en est cerné. On appelle ça des xénostrogènes parce qu'ils viennent dans notre corps imiter les œstrogènes. Donc ça, c'est toutes les petites choses que là, tu connais bien le sujet. J'en vois pas. Mais c'est toutes les petites choses qui, par exemple, sont dans le plastique, des choses comme ça, qui viennent contaminer nos aliments. Ouais. Et qui ensuite viennent dans notre corps et imitent les oestrogènes, c'est ça? Ouais, alors les perturbateurs endocriniens, on les trouve à peu près partout, dans les pesticides, dans le plastique, dans les contenants dans les contenants en plastique, dans les cosmétiques, dans les produits ménagers, dans les additifs alimentaires. On est un peu cerné. Ouais, ça fait un peu peur quand on regarde exactement où ils sont. Et est-ce que ça veut dire que pour améliorer les symptômes de l'endométriose, il faut aussi faire en sorte d'évacuer ça? Ouais. Pour un des points de levier, justement, c'est d'essayer de s'éloigner de tous ces perturbateurs endocriniens. D'accord, donc on a vu le stress qui grignote notre progestérone. Ouais. On a vu les perturbateurs endocriniens qui amènent des exoœstrogènes qui font comme des œstrogènes chez nous. Il y a d'autres... Alors, oui. Du coup, un autre pilier important, c'est l'alimentation en naturopathie. Alors, en fait, sur l'endométriose, on est sur une maladie inflammatoire chronique et on est aussi sur une faiblesse hépatique parce qu'on a un foie. En fait, normalement, tout ce surplus d'œstrogène, c'est le foie qui doit le gérer. D'accord. C'est notre usine chimique. Hein. C'est le nettoyeur, en fait. C'est le grand nettoyeur. Okay. Voilà. Et donc, normalement, il est censé récupérer tout ce qu'il y a en trop. Il est censé le retraiter. Voilà, c'est ça. Ouais. Et là, il n'y arrive pas. Ben non, il n'y arrive pas. Donc, on peut partir sur une petite faiblesse hépatique quand il y a de l'endométriose. Et souvent, quand on a de l'endométriose, on a aussi une pilule, un anti-inflammatoire. Tout ça, c'est des choses que le foie doit retraiter. Donc, il est déjà un peu fatigué. Et bon, bah, on le... Les médicaments qu'on rajoute, finalement, rendent encore plus fatigué le foie. Oui. Ok. C'est des serpents qui se mangent. Mais c'est vrai que les anti-inflammatoires, en même temps, c'est la seule chose qui soulage. Eh ben oui. Voilà. Donc, il faut une alimentation qui calme l'inflammation et qui laisse le foie se reposer. Donc, on part sur une alimentation dite anti-inflammatoire et hypotoxique. Ok, tu vas nous dire quelques éléments là-dessus. Oui. On va prendre les questions et puis tu... Oui. Ou non. Dis-nous ce que c'est que l'alimentation anti-inflammatoire hypotoxique. Donne-nous quelque chose. On ne va pas faire tous les menus. On est bien d'accord qu'il faut être accompagné. Les menus, c'est bien souvent la personne qui les fait. Nous, on donne des gammes d'aliments à éviter et d'autres à privilégier. Est-ce que tu peux nous donner des aliments, je sais pas, 2-3 aliments comme ça, hyper courants qu'il faut éviter? Ouais, je vais vous en donner 3. Ouais, super. Très courants. Le gluten. Donc le gluten, c'est pas un aliment, il y en a partout. J'en sais quelque chose, je suis intolérante. Il y en a partout. Ouais, alors le blé, alors si on reste sur un seul aliment, il y a du gluten dans d'autres céréales. Mais du coup, c'est plutôt le gluten en général qui pose problème ou c'est le blé qui pose problème? Parce que du coup, c'est deux choses différentes. C'est le gluten du blé, c'est celui qui est le plus toxique. Ok, alors partons sur le gluten du blé. On peut partir qui est un peu plus facile peut-être à enlever que tout le gluten partout. Sachant que dans l'alimentation vraiment anti-inflammatoire et hypotoxique, c'est toutes les céréales à gluten. Ok, alors c'est tout le gluten. Les produits laitiers. D'accord. Tous les produits laitiers aussi. Ouais. Oh, j'adore le fromage. Ça fait mal. Hein. Et le sucre. Et le sucre. Ouais. Le sucre. Les sucres tous les sucres. Mais le miel aussi. Alors pareil, c'est. On a souvent je sais pas, c'est la question. Le miel qui revient. C'est la dose qui fait le poison. Si on boit 5 tasses de thé par jour avec 3 cuillères à miel, de miel dedans,
c'est trop. D'accord, C'est trop toxique. ça oui. D'accord. Voilà. Donc le sucre raffiné, en tout En cas, tout cas, clairement. tout ce qui est raffiné dans l'alimentation, que ce soit au niveau des farines, des sucres, du sel, tout ça, c'est plutôt à limiter. Ok. C'est des aliments qui demandent beaucoup d'énergie pour être digérés. Le gluten qui stimule beaucoup l'inflammation et qui viennent fatiguer le foie. Ok. Voilà. D'accord. Donc, on se dirige vers une alimentation davantage végétale, d'alimentation vivante. Des fruits, des légumes à gogo, des graines germées, des oléagineux, des algues, tout ça. Mais alors, dans les fruits, il y a du sucre aussi. Ouais, des fruits plutôt le matin D'accord. et le reste de la journée, des légumes. Ok. Ouais. Sur des choses très minérales. En protéines animales, on peut conserver aussi les œufs et le poisson, qui ont D'accord. un effet anti-inflammatoire dans l'organisme. Ok. Quand on a de l'endométriose, on peut y aller sur les oméga 3 à gogo aussi. D'accord. Voilà. Donc, à éviter gluten, lactose, sucre blanc raffiné, enfin Ouais. sucre raffiné en tout cas en général, Ouais. et à privilégier donc les fruits le matin, Ouais. les légumes tout le reste de la journée, et tu nous as dit autre chose. L'alimentation vivante. Et l'alimentation Voilà. vivante. Donc, l'alimentation vivante, ça veut dire pas trop cuit, c'est ça? Pas trop cuit et où il y a de la vie, donc qui moisit en fait. D'accord. Qui Donc, peut qui moisit moisir. si vous le restez. Donc, en fait, tout ce qui moisit chez vous, si vous l'avez oublié, vous pouvez le manger. Tout ce qui ne moisit pas, c'est à fuir. Donc, je vous rappelle l'expérience sur le McDo, là, Ah oui. qui était resté pendant un an et qui a fini par devenir juste un truc en cire. Voilà, ça ne moisit pas. Donc, Non, ok. c'est pas très vivant. Super intéressant. Ouais, graines germées, oléagineux. On a du bon gras. Et donc, on peut, en protéines animales, éviter la viande rouge qui est très acidifiante. Sur l'endométriose, on est sur un terrain très acide déjà. D'accord. Donc, vers une alimentation alcaline et reminéralisante. Et riche en oméga 3, des œufs, du poisson, petits poissons gras, sardines, maquereaux. Et donc, des légumes pour la minéralisation. Super. Jus de légumes, si vous avez un extracteur, au top. Du coup, si ça vous parle, si vous avez déjà testé, n'hésitez pas, on va aller voir un petit peu les questions. Il y a Yelena qui nous demande comment on peut travailler sur la lignée familiale. Ouais, alors la lignée familiale, ça peut se travailler en constellation familiale, en kinésiologie. Il y a des thérapeutes qui font de la psychogénéalogie aussi. Donc, c'est d'aller trouver quelqu'un qui peut nous accompagner là-dessus, peut-être. Oui. Peut-être, ce qui me vient à l'esprit, mais dis-moi si c'est faux, moi je me dirais peut-être aussi aller poser des questions, si on a des bonnes relations avec notre lignée de femmes. Ah bah, tout à fait. De demander Ouais. qu'est-ce que les femmes savent. Parce que parfois, en fait, je me suis rendu compte que dans les générations d'avance, quand on leur pose pas la question, comme elles veulent pas forcément nous déranger, la réponse ne vient pas et que quand on pose la question, on a la réponse. Donc, oui. Oui, tout à fait. Aller questionner sa famille s'il y a s'ils sont toujours vivants et puis s'ils sont ouverts à ça. Ouais, après, voilà. Si c'est pas le cas, sujets sensibles, des fois c'est plus compliqué, mais d'abord tenter ça, ouais. Ok. Il y a Aude qui nous dit pour moi c'est dur car je souffre de plus en plus. Le gynécologue s'en moque car je ne veux pas prendre la pilule. La naturopathe m'a ri au nez. Je fais de la kinésiologie. En effet, j'ai eu pas mal de soucis avec les femmes des générations précédentes. Ah oui, mais je comprends pas trop. Moi j'aurais envie de répondre. Ouais, moi j'aurais envie de répondre. Peut-être cherche d'autres personnes. C'est peut-être. En fait, c'est ce que je recommande beaucoup quand on se rend compte que les interactions avec les soignants, quels qu'ils soient, que ce soit en allopathie ou en naturopathie, ou même dans tout autre, parce qu'il y a des gens avec qui ça colle et des gens avec qui ça colle pas dans tous les métiers. C'est d'aller chercher d'autres personnes en fait. Ouais, se faire conseiller. Et puis peut-être des personnes qui sont spécialistes aussi du problème qu'on a. Parce que les naturopathes, la formation, elle est quand même, arrête-moi si je me trompe, mais elle est énorme. Hein. Ouais, super donc forcément, si on va voir un naturopathe qui a l'habitude de traiter l'endométriose, comme c'est ton cas, forcément l'écoute sera différente. Ouais, tout à fait. Bon, après, oui, rechercher les spécialités, c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident à trouver. Donc, pas hésiter à poser des questions à son entourage, si quelqu'un connaît, quelqu'un qui. Moi, je t'avais trouvé sur Internet en mettant reine endométriose. Parfait. Tu vois. Et alternative, je crois. Non, mais comme quoi, parfois, je vous donne les infos parce que ça peut être des mots-clés, en fait. Hein. Moi, j'avais mis reine, alternative, parce que je cherchais pas forcément que la naturopathie, endométriose. Et voilà, j'ai trouvé. Parce que ce sont des mots-clés qui sont pas non plus hyper utilisés par les systèmes commerciaux. Oui. Donc, on retrouve assez facilement les praticiens grâce à ces mots-clés. Donc, ça peut être une piste. Voilà. Et du coup, si c'est plutôt naturopathe, vous allez voir naturopathe. Alors, du coup, peut-on dire que l'endométriose, c'est Justine qui nous pose la question, a probablement une origine psychique, psychologique? Tout est lié, corps et esprit. On ne sépare plus le corps de l'âme. Bien sûr, notre psychique a une influence sur notre corps
et tous les systèmes, on est interdépendants. Et c'est-à-dire que quelque chose de négatif au niveau de la psyché va agir sur le reste des couches. Mais l'inverse est possible aussi. Quelque chose de positif va avoir des répercussions positives. Une répercussion positive sur le corps, hop, ça va remonter aussi vers la psyché. En fait, il n'y a pas une porte d'entrée pour accéder à la guérison. Il y en a plein. Ouais, c'est intéressant, ça fait écho avec ce que m'avait dit un médecin sur le syndrome prémenstruel, qui me disait c'est quasiment tout le temps psychologique, mais on peut aussi agir sur le déséquilibre hormonal que ça a induit, et ça va aider la psyché. Donc c'est exactement ce que... Ouais. Intéressant. Quand on commence à manger physiologique, sain, quand on se fait du bien déjà, on aspire à aller vers le bien-être. Et en fait, ça fait un peu un effet boule de neige. C'est pour ça, moi, des fois, j'aime bien commencer par l'alimentation parce que quand on se fait des belles assiettes, déjà des super assiettes colorées, quand on mange et qu'on se sent bien, on reprend le pouvoir de notre corps, et ben, on a envie d'aller plus loin, en fait. Après, c'est vrai que la douleur, parfois, a tendance à nous, quand même... c'est pas évident d'avoir cette envie de rayonner, etc., quand on sent une douleur présente, quoi. Oui, déjà, il faut réussir à soulager ça. Et les changements alimentaires... ils contribuent en fait aussi. D'accord. C'est ça. Donc ça peut être une motivation. C'est pas juste pour être embêté de se dire arrête de manger du gluten. C'est qu'en fait, il y aura vraiment un bienfait derrière. D'accord. Ouais, c'est le bien-être qu'on recherche. Hein. C'est pas. Alors, il y a Aude qui nous pose une question super intéressante. Parce qu'elle nous dit, enfin, c'est pas une question, elle dit je ne suis pas sûre, je ne sais pas si j'ai de l'endométriose. Et ça, c'est une question, je pense, super intéressante. Parce que c'est encore une fois une maladie sur laquelle on a 7 ans d'errance de diagnostic, hein, donc en moyenne. Oui. Donc ça peut être même beaucoup plus que 7 ans. Ça veut dire que les femmes qui ont pu annoncer la durée de l'errance de diagnostic, c'est des femmes qui ont été diagnostiquées. Oui. Donc on imagine qu'il y en a qui restent beaucoup plus longtemps que ça. Oui, c'est ça. Et donc du coup, ce serait quoi le conseil avec quelqu'un qui a des douleurs, puisque Aude nous disait qu'elle a des douleurs, mais qui ne sait pas si elle a de l'endométriose, puisque son gynécologue lui rayonnait. Oui. Ouais, c'est bien le problème parce que pour poser le diagnostic de l'endométriose, donc il y a des examens médicaux à passer. Des fois, l'échographie suffit, mais souvent non. Et dans ce cas, c'est plutôt l'IRM qui confirmera l'endométriose. Et encore pour des endométrioses vicieuses qui savent bien se cacher, faut quelqu'un qui sache bien lire les IRM. Moi, j'ai déjà vu. Moi, on m'a diagnostiqué de l'endométriose sous échographie. J'ai déjà repassé des échographies depuis où on me dit de toute façon les kystes endométriosiques, on ne sait pas les détecter sous échographie. Donc, ça dépend vraiment des professionnels sur lesquels on tombe. Mais là, les examens médicaux seront les seuls qui pourront confirmer, je pense. Hein. Moi, j'avais interrogé une spécialiste de l'endométriose, une médecin spécialiste de l'endométriose, Isabella, mais son nom de famille m'échappe, je suis désolée pour elle, qui m'avait dit qu'il y a même certains types d'endométriose où en fait on ne peut absolument pas le confirmer par voie médicale. Ouais. Et donc, elle, c'était sur l'anamnèse, donc c'est-à-dire le questionnement de la patiente, qu'elle faisait le diagnostic. Alors, elle est médecin et spécialiste du sujet, et qu'elle posait un diagnostic d'endométriose sur l'anamnèse. Sur l'anamnèse, d'accord. S'il n'y avait pas d'autres... Si tout concordait en termes de symptômes, de vécu, elle considérait que finalement la validation ne permettait juste que de voir quelle était l'ampleur des dégâts. Mais elle m'expliquait que ces petites cellules, quand elles sont unitaires, toutes seules, elles sont complètement indétectables et malgré tout, elles créent de l'inflammation. Oui, c'est ça. Oui, poser le diagnostic. En tout cas, c'est sûr qu'il n'y aura que des professionnels de santé qui pourront poser un diagnostic. Et j'y pense là aussi, il y a une prise de sang à faire, alors qui n'est pas tout à fait très fiable, mais certains gynécologues la prescrivent. C'est la recherche du marqueur CA125 et donc qui s'enflamme quand il y a de l'endométriose, mais pas chez toutes les personnes. D'accord. C'est plus ou moins fiable. Mais alors, ça voudrait dire que cette prise de sang vaut peut-être mieux la faire au moment des règles, peut-être éventuellement pour. Je ne sais pas si d'accord. À quel moment le marqueur il est. J'ai pas creusé plus que ça. On va creuser. C'est pas hyper fiable. D'accord. Alors, il y a Sarah qui nous disait, je dirais que la force des douleurs est liée à nos ressentis en partie. Les douleurs peuvent être très violentes lorsqu'on est sous pression ou stressé et les douleurs sont bien réelles, même si elles sont multipliées par l'émotionnel ou encore par notre perception. Mais carrément, Sarah, c'est ça. Moi, je me révolte contre les personnes qui disent c'est dans la tête que ça se passe. Je veux dire, à un moment, quand on a mal, on a mal. On est d'accord ? Oui, mais même s'il y a eu quelque chose d'émotionnel qui est à l'origine, je veux dire, quand on a mal, on a mal. On est tordu en deux. C'est pas parce que
et ça va pas dans la tête, c'est parce qu'il se passe quelque Ah non, chose. il se passe quelque chose physiologique. Oui, quand on est arrêté en marchant par des coups de poignard dans le ventre, non, c'est pas que dans la tête, c'est sûr. C'est Ouais. ça, hein. C'est terrible d'avoir des professionnels de santé qui nous renvoient, c'est dans la tête, quoi. Oui, et puis qui vous laisse avec ça. C'est ça. Parce que oui, alors même si c'est dans la tête, qu'est-ce qu'on en fait de ça? C'est ça. Donc, il y a Sarah qui nous dit les produits transformés à oublier. C'est une bonne idée, effectivement. Si on est vegan, je le suis. Donc, ça, oui. c'est Lucille qui nous dit au niveau des oméga 3, tu conseilles quoi? Les huiles végétales, huile de lin principalement, qui est très riche en oméga 3. Alors, l'huile de lin, il faut la boire vite, hein, c'est ça? Il faut la boire vite, il faut la boire plus sec. Donc, en bio, souvent, de toute façon, elle est conditionnée en petites bouteilles, à conserver au frais parce qu'elle s'oxyde vite, donc à consommer dans le mois. C'est ça, hein. Ouais. Non, mais parce que c'est des informations Ouais. que tout le monde n'a pas Oui, forcément. c'est ça. Donc, une fois qu'elle est ouverte, on la laisse au réfrigérateur Oui. et on la consomme rapidement dans le Oui. mois. Graines de lin moulu aussi. Mais pareil, du coup, moulu à la minute parce que ça s'oxyde dans la demi-heure. Ah oui, une Donc, demi-heure. Donc, il ne faut ouais. pas acheter des graines de lin déjà moulues. Je ne sais même pas si Je ça sais même pas si ça existe. se vend. Ouais, ou J'ai alors, pas testé. mais ouais, plutôt avec un moulin à café électrique, c'est super pratique. Ah, bah voilà, petite astuce. Graines de lin, Ouais. petit moulin à café. Ouais. On se les met dans le miam aux fruits le matin, par exemple. Exactement. Ouais, Ça fait partie c'est de la recette du miam aux fruits. super. Alors, Céline qui nous dit. Ah, mais voilà, il répond à la question. D'accord, des huiles de noix. Ok, merci beaucoup Céline d'avoir répondu du coup. Louise Or. Notre corps nous parle par les maladies. Le mal a dit. C'est notre meilleur allié pour nous permettre de transmuter des blocages et nous libérer en profondeur. Et être plus juste et plus honnête envers nous-mêmes. L'émotionnel est une sphère sur laquelle on peut jouer pour aller mieux. Merci Louise. C'est ça, ça résume bien. Il y a Balou Manu qui nous dit « Bizarre, tout ce que tu dis depuis le début résume 2 ans de recherche et de lecture depuis mon diagnostic. Et j'ai déjà mis en place. Yeah. Par contre, actuellement, suivi par une naturo pour l'arrêt de la pilule, les œufs seraient à éviter. Ce que tu dis m'arrange. » On prend ce qu'on veut Parce prendre. que voilà, c'est ça. Parce que si j'ai bien compris, tu aimes bien les œufs, mais je ne sais plus quoi en penser du coup. Ouais. Alors, Balou Manu. Moi, je dis, en naturo, c'est dur de poser des dogmes et c'est une médecine d'investigation et de recherche. Donc, on essaye, on teste. On enlève cet aliment comme on sent, on le réintègre comme on sent. On s'écoute. Super. Alors, il y a Hello qui nous dit quelle est la différence entre l'adénomiose et l'endométriose. Ah bah, ça fait partie des questions que j'allais te poser, donc super. Okay. On va répondre maintenant. On répond maintenant. Ok. Ouais. Alors, l'endométriose, c'est des cellules endométriales qui se trouvent en dehors de la cavité utérine, mais qui peuvent aller partout. Et l'adénomiose, c'est des cellules endométriales qui se localisent, elles, dans le myomètre. Le myomètre, c'est le muscle utérin. Et dans l'idée qu'il n'y en a pas ailleurs. Ok. Donc en fait, elles se sont incrustées ou elles sont là, parce que en fait, la question, toi, tu disais que ça migre pas forcément, mais en tout cas, qu'elles étaient là. Ouais. Mais elles ont muté ou elles se sont incrustées dans le myomètre qui est le muscle utérin. Ouais, elles restent juste ici. Mais sinon, l'esprit de la maladie est à peu près la même. Et elles réagissent pareil, du coup, elles deviennent hémorragiques et créent une inflammation. Le processus est le même, c'est juste une différence de localisation. Ok, hello, voilà, on a répondu à ta question. Dorothée qui nous dit « Il n'y a pas une douleur, mais plusieurs douleurs qui varient selon les provenances, leur nature. C'est tout le drame de cette maladie qui n'est pas analysée par les médecins. » Ouais, c'est ce qu'on disait. Hein. Il y a des femmes qui ça va être juste des douleurs digestives et donc on va leur parler de Crohn, syndrome du côlon irritable ou des choses comme ça avant de mettre le doigt sur l'aspect gynécologique. Et ben, il y a le temps qui passe. Ok, Dorothée qui nous disait 7 ans d'errance de diagnostic, d'où sort ce chiffre? Aucune étude épidémiologique en France. Alors, c'est le chiffre qui est transmis par l'association française Endo-France. Voilà. Les études épidémiologiques, j'ai vu qu'il y en avait une qui était lancée là. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai plus le nom du laboratoire de recherche qui l'a lancé, mais je sais qu'ils font une étude avec une très grosse cohorte là, qui démarre tout juste. On espère avoir des résultats. Ok, ça c'était le réseau Endo-France, voilà, c'est ça. Donc c'est bien l'association Endo-France qui a transmis ce chiffre de 7 ans d'errance de diagnostic. Il est indispensable, je pense qu'ils l'ont fait avec leurs membres. Ils sont très nombreux, c'est pour ça que je disais qu'on ne parle que des femmes qui ont été diagnostiquées. On ne peut pas parler d'errance de diagnostic tant qu'on n'a pas été diagnostiqué. Donc je pense que c'est une enquête qu'ils avaient faite avec les femmes qui sont dans leur association. Christelle qui nous disait il est en effet indispensable de voir des radiologues spécialisés qui ont l'habitude de déceler l'endométriose. C'est ce que j'ai entendu aussi, clairement. Ouais. L'anamnèse,
c'est qui ce médecin que je l'épouse? Isabella Chanavaz, je ne veux plus dire de bêtises. Et il y a un deuxième nom derrière, c'est la médecin référente d'Endo-France, justement. Voilà, qui est sur Rouen, dans le pôle endométriose de Rouen. Voilà, c'est comme ça qu'elle travaille. Céline qui disait personnellement sur l'écho rien du tout, sur l'IRM certaines atteintes, finalement après la cellio, endodigestive profonde, assez étendue, adénomiose. Elle sait bien se cacher cette endométriose. Mais oui, c'est ça, clairement. Qui sont très vicieuses. Il y en a qui sont très très vicieuses et il y en a. Moi, je me souviens qu'on m'a fait la recherche d'endométriose, donc au moment où justement je rentrais en PMA. Pour savoir s'il y en avait ou pas. Ouais. Et le médecin m'avait dit, en fait, il y a qu'en cellio, quand on ouvrira, de toute manière, il fallait qu'il m'ouvre pour d'autres choses, mais il y a qu'en cellio qu'on verra s'il y en a ou pas. Je me souviens C'était ça, donc ça correspond effectivement. Dorothée qui nous dit, on parle rarement des symptômes psycho, comme les variations d'humeur, le fameux syndrome prémenstruel. Faire le grand 8 émotionnel tous les mois déstabilise. Alors oui, clairement. Le syndrome prémenstruel, moi je peux en parler un petit peu pour avoir fait des recherches dessus, il est aussi très intimement lié à des déséquilibres hormonaux. Donc clairement, cette problématique d'hyperostrogénie par rapport à une hypoprogestéronémie explique le syndrome prémenstruel, donc explique finalement les deux problématiques. Sur l'équilibre hormonal, oui, c'est ça. Ouais, relancer cet équilibre. Donc la recherche, c'est Compare. Merci beaucoup Céline. Donc la cohorte qu'ils ont lancée, là, c'est Compare. Merci à toutes celles qui ont répondu, Yelena aussi, avec la PHP. Super, merci d'avoir répondu. Et oui, il ne faut pas hésiter. Je ne sais pas si la cohorte est encore en cours d'ouverture ou pas, mais je sais qu'ils ont lancé ça et ça, c'est super parce que c'est une recherche qui n'est pas seulement sur l'endométriose, qui est sur pas mal de maladies chroniques, mais ils ont une partie qui va être faite sur l'endométriose. Donc c'est génial. Enfin, en tout cas, moi, je me suis réjouie à l'idée qu'ils fassent ça, parce que c'est une cohorte qui va durer en plus, qui ne va pas être juste une recherche à un instant donné. L'idée, c'est vraiment de créer une cohorte de recherche, donc c'est super. Comment les traiter, du coup, Dorothée? Je ne sais pas de quoi tu parlais, donc reprécise-nous. En fait, c'est le problème, on a un petit décalage. Donc, reprécise-nous comment traiter quoi, Dorothée? Alors, l'étude Compare, super, vous la connaissez toute en fait, l'étude. Elle n'est plus à Rouen, mais à Bordeaux avec le professeur Roman. D'accord. Donc, Isabella Chanavas n'est plus à Rouen. Merci beaucoup, Yelena, pour l'information. Je ne savais pas. Je l'ai eu il y a quelques mois de ça. Elle était à Rouen, je crois, mais super. Blandine qui nous dit, ayant toujours des problèmes de thyroïde, j'ai eu une hystérectomie totale avec ablation d'un ovaire et d'une trompe. Est-ce que cela peut jouer sur le TSH? Alors moi, je ne connais pas la réponse à ça. Ah ouais, c'est des questions très, 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 très précises. Notre corps, il est interdépendant. Enfin, on agit sur le système hormonal, mais il y a des répercussions à d'autres endroits. Donc, c'est très dur de répondre à cette question-là comme ça, par un oui ou par un non. Ça demanderait vraiment à creuser au niveau de l'hygiène de vie. Quels sont les symptômes? C'est très compliqué. Donc Blandine, on ne va pas répondre parce qu'on préfère ne pas répondre que de dire des choses qui sont pas OK pour toi. Mais par contre, si cette question reste en suspens, n'hésite pas à aller te renseigner pour aller trouver des personnes qui peuvent répondre à cette question parce que c'est super important. Hein. Moi, je me suis rendu compte que quand on a des questions qui nous traversent comme ça l'esprit, souvent elles ont une bonne raison de nous traverser l'esprit et c'est dommage de pas chercher la réponse. Tout à fait, Donc moi, c'est grâce à une question comme ça qui m'a traversé l'esprit que j'ai réalisé et que j'ai été chercher et réaliser que en fait, j'avais pas le syndrome des ovaires polykystiques. Oui. Donc c'est vraiment ça. Donc ne laissez pas de questions en suspens. Allez chercher les réponses. Et parfois, il faut faire il faut aller voir plusieurs personnes. Faut pas hésiter. Voilà, à aller prendre les informations à plusieurs endroits, aller chercher des spécialistes qui nous écoutent, avec lesquels le feeling passe bien, plutôt que de s'en tenir à une réponse qui ne nous paraît pas satisfaisante, mais on se dit, bon, voilà, elle nous a été donnée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, il y a Dorothée qui nous disait, oui, les syndromes du SPM, comment les traiter? Est-ce que tu veux répondre à ça ou est-ce que peut-être on se dit que là, on est sur la fin? Oui. En plus, c'est hyper délicat de donner une maladie, un traitement, puisque en naturo, on est sur la globalité. Donc, il faut vraiment voir les portes d'entrée des toxines. On est en tout cas sur une toxémie trop forte. Mais Dorothée, je peux faire du teasing du coup pour te dire que il va y avoir le sommet du cycle menstruel qui va avoir lieu du 7 au 14 juillet et ça sera en ligne, donc facilement accessible par toutes et par tous. Et pendant ce sommet, il y aura une conférence sur le syndrome prémenstruel. Donc voilà, je me dis que ça vaut le coup de transmettre l'information. Oui. Il y aura aussi une conférence sur l'endométriose qui sera faite justement et ça nous fait une super transition
par quelqu'un avec qui tu Avec travailles. qui je Donc, travaille, vas-y, oui. présente-nous un petit peu ce que tu fais avec Alors, elle. avec Amandine Coteau, Qui est là d'ailleurs, je qui crois. était connectée, ouais, qui doit être par là, qui est naturopathe et surtout une très bonne amie à moi, avec laquelle nous avons créé les belles et l'endométriose. Donc, les belles et l'endométriose, alors, tac. On va peut-être essayer de l'approcher pour voir si vous pouvez le lire. Hop, voilà. Jacques, il était fou, il a pris mes fous. Donc, les belles et l'endométriose, c'est un stage naturopathique consacré intégralement à l'endométriose. C'est 3 jours d'immersion pour rythmer avec des conférences et des ateliers, comprendre la maladie, des gestions de la douleur, comment gérer la douleur, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans son quotidien, des plantes qui accompagnent le cycle féminin, une alimentation. Tous les matins, c'est une morning routine différente pour que vous repartiez avec vraiment des outils clés en main à mettre en place. Le lendemain du stage, si vous voulez mettre en place des choses, c'est possible. Des cercles de femmes, des temps de parole, des temps d'échange. En fait, l'endométriose, on peut lire tout un tas de choses dans des livres, sur Internet, et ça provoque des changements en soi et des prises de conscience. Et ce qui se passe ensuite en groupe, qu'entre femmes, quand on femmes atteintes de la même maladie, quand on est dans un endroit où on se sent en sécurité, dans un lieu de bienveillance et d'écoute, où on se permet de faire enfin tomber ce masque, il se passe des choses magnifiques. Et avec Amandine, c'est vraiment ça qu'on va chercher en organisant les belles et l'endométriose, parce que derrière cette endométriose, derrière toute cette souffrance, il y a peut-être quelque chose de beau à aller chercher. En fait, tu m'as dit que les belles et l'endométriose, moi je vous le dis parce que peut-être que tu vas pas le dire, et le titre, c'est en référence à La Belle et la Bête, c'est ça? Oui. Alors vas-y, dis-moi, parce que moi j'ai trouvé ça génial comme idée. C'est ça, on a appelé ça les belles et l'endométriose en rapport avec La Belle et la Bête, parce que la bête, elle fait peur et elle paraît méchante, et en fait derrière il se cache un prince charmant, alors que peut-être que derrière l'endométriose il se cache un message qui est différent pour chacune d'entre nous, mais qu'on a quelque chose à comprendre. Et donc, il y a un séjour en Bretagne. Oui, alors le premier séjour, en fait, il y a 2 stages cet été. Wow. Le premier, ouais, le premier, il se passe en région PACA du 10 au 13 juillet. Et le deuxième, il se passe en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, je regarde les dates, du 22 au 25 août. 3 jours. 3 jours en hébergement, 3 jours tout ensemble, 3 jours magiques. Voilà, c'est assez indescriptible. Et vous avez toutes les infos sur la page Facebook Les Belles et l'endométriose, qui est dans la description du live. Et puis, je vous ai mis aussi l'email si vous voulez avoir des informations sur les stages d'été. Super. En commentaire, je vous ai mis l'email, comme ça, n'hésitez pas à envoyer un mail si vous voulez des infos complémentaires. Vous pouvez nous écrire. Amandine Coteau a une page aussi sur Facebook. Amandine Coteau organise le stage en région PACA. Et moi, j'organise le stage en Bretagne, sachant qu'on sera présentes toutes les deux pour chacun des stages. Et ben, super. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à aller vous renseigner. En tout cas, l'idée, c'est vraiment voilà, de découvrir. Et je vois qu'il y a quelqu'un Christelle, qui nous dit magnifique cette allégorie. C'est vraiment ça. C'est d'aller chercher un petit peu le cadeau caché et puis de se retrouver entre femmes, quoi. Un peu de douceur dans ce monde de douleur qu'est l'endométriose, et que vous donnez des outils pour pouvoir améliorer les symptômes et retrouver une vie normale et accéder à un début de guérison. Yes. Il y a Yelena qui nous demande s'il reste des places. Oui. Ouais. Donc oui, il reste des places, allez-y. N'hésitez pas, on en reparlera au sommet, mais justement, ça sera peut-être un peu trop tard. C'est pour ça qu'on a décidé d'en parler aujourd'hui aussi. Oui, c'est ça, le sommet, et du coup, le premier stage sera déjà passé, je crois. Voilà, c'est ça. Ça sera du 7 au 14 juillet, le sommet. En plein dedans. D'accord. On pourra le regarder. Vous pourrez le regarder en direct. Donc voilà, j'espère que ça vous a satisfait. On a essayé de répondre à toutes les questions. Il y a Céline qui nous dit génial, merci beaucoup. En tout cas, merci pour vos interactions. J'ai trouvé que ça avait été super vivant ce live et ça fait vraiment plaisir.
Je sais qu'il y a eu des questions qui m'ont été posées, mais qui n'étaient pas en lien avec l'endométriose dont on parlait aujourd'hui, notamment sur le syndrome dysphorique. Sur le syndrome dysphorique, donc c'est des sujets qui vont être traités pendant le sommet du cycle menstruel et que je pourrais retraiter avec des spécialistes effectivement sur la page Kif ton cycle. Donc n'hésitez pas à liker la page pour être informé de tout ce qui se passe sur cette page et puis allez voir aussi la page Les Belles et l'endométriose du coup, sur laquelle vous communiquez. Ouais, on donne des astuces aussi, des articles qu'on communique, des plans, des choses, voilà. Donc n'hésitez pas. Moi, je me suis abonnée. Je trouve ça génial. Donc merci à toutes, merci à tous. Je ne sais pas s'il y avait des... Oui, il y avait mon papa tout à l'heure. Merci d'avoir été présent. Ça reste en replay, donc s'il y a des questions qui viennent par la suite, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Ouais, tout à fait. En tout cas, voilà, il y avait de très belles interactions. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à nous le dire si c'était le cas. Et puis à partager le replay. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci Au revoir beaucoup. Stéphanie.